Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique. Et oui, ce sont les chapiteaux, les couleurs, les arcs-en-ciel et les acrobates qui vous accompagnent aujourd'hui pour cette nouvelle critique de Warcraft, un film sorti en 2016 de Duncan Jones, une adaptation de l'univers de Warcraft de Blizzard Entertainment. Pas forcément un jeu particulier et surtout pas World of Warcraft, mais plutôt l'histoire autour de tous ces personnages, tout cet univers du lore et de la faune et de la flore. C'est un film avec Travis Fimmel, Dominic Cooper, Paula Payton, Toby Kebbell, Clancy Brown. C'est un film qui a coûté 160 millions de dollars à ce que j'ai lu. Il dure seulement 2h03, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h03 ? Eh bien, ce sont des orques, la horde, qui décident de changer de pays, de changer de monde, et qui vont embêter les humains. Encore ces satanés humains. Et qui vont essayer de se faire une petite place à l'intérieur du nouveau monde Azeroth. Et les humains, eux, ils ne vont pas se laisser faire, puisqu'ils ont été là avant les orques. Donc, c'est un conflit de race que essaye de nous narrer Duncan Jones. Je suis un gros fan de l'univers Warcraft, j'ai joué à Warcraft 2 et énormément à Warcraft 3. Par contre, World of Warcraft, je trouve qu'ils ont un petit peu étiré leur univers. C'était une grosse attente de l'année, voire peut-être la plus grosse attente. Le premier trailer était sorti en même temps que celui de Légion. Certains trouvent même que celui de l'extension vendait plus de rêves que le film même. Mais le film veut brasser plus large que simplement les joueurs de World of Warcraft et souhaite revenir à l'origine de tout ce qui a déclenché l'univers. Une rencontre. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire ? En tant que joueur des jeux de stratégie de Blizzard, j'ai pris mon pied avec tout ce qui entoure les orques. Mais vraiment, chaque scène avec les orques. Les humains un peu moins, j'y reviendrai. Alors je suis allé au cinéma avec une personne qui ne connaissait absolument pas l'univers de Warcraft et qui a beaucoup aimé le film. Donc, ça peut aussi intéresser des gens qui ont marre de voir des blockbusters avec des super-héros, et aussi des gens qui ne sont pas forcément des aficionados ou qui ne connaissent pas du tout l'univers de Blizzard et l'univers de Warcraft. Alors je vais parler de plein de choses dans le film, je vous invite à le voir expressément avant de voir ma critique. C'est mieux pour vous, je pense, et je dévoilerai bien sûr des choses dans le film qui sont des moments clés du film. Voilà. L'histoire, elle est aussi simple que les visuels sont élaborés. C'est une histoire de conflit de race. Lorsque Duncan Jones avait entendu parler du projet et du scénario précédent, eh bien il s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème, c'est que par rapport à la base de l'univers, c'est-à-dire proposer des campagnes jouables dans le jeu, donc entre orques et humains, eh bien ici c'était clairement les humains les gentils et les orques les méchants. Et ça, ce n'est pas la bonne façon pour commencer à faire un film Warcraft. Il expliqua donc une vision plus nuancée à Blizzard et à Legendary, qui est la société de production, afin de présenter une ribambelle de héros, mais de héros auxquels on peut s'identifier dans les deux camps. Donc un casting moitié humain, moitié orc. C'est un film de guerre dans lequel on montre les deux côtés du conflit. C'est la base du scénario. C'est aussi un conflit en jeu de stratégie, puisqu'il s'agit d'une alternance pratiquement entre des scènes d'interrogation et de mise en place, des briefings de mission, clairement, dans une salle, comme on pourrait l'avoir dans le jeu, du dialogue, puis la mise en pratique de ce dialogue, de ce briefing dans une mission d'action ou une mission d'aventure, une chose à faire, un objectif, réussi ou des fois pas réussi. Donc, avec cette façon de procéder dans le récit, on a clairement à faire un décalque d'une campagne de Warcraft. C'est-à-dire que c'est une mini-campagne dans le film, ce qu'ils nous ont structuré là. Et ça m'a pas sauté aux yeux quand je l'avais vu, mais avec un peu de recul, je me rends compte, en fait, c'est ça.
C'est une mini-campagne de jeu avec quelques missions par-ci par-là qui correspondent aux grosses scènes d'action, avec bien sûr la mission finale des humains qui doivent stopper les orques avant qu'ils ne passent cette grande porte des ténèbres. Alors, est-ce que, voilà, ce serait une honte de faire un scénario comme ça, ou un scénario à chier? On veut une vraie épopée. Ceci n'est qu'une porte d'entrée. L'épopée se développera avec d'autres films éventuels. Ici, c'est la guerre avec les orques. C'est quand même un événement majeur. Ce sont les événements, si je ne me trompe pas, de la première guerre. La deuxième guerre, c'est, je crois, ce qui apparaît avec Warcraft 2. Je ne suis pas sûr sur les dates, alors il ne faut pas me demander. On place les bases. Ça sert à rien d'aller trop vite, de tout de suite commencer. Ah oui, on veut Arthas, enfin des noms sûrement qui vous disent rien, mais je vais essayer d'expliquer les noms et tout ça pendant la critique. Mais donc avoir des personnages déjà beaucoup plus avancés dans l'historique de Warcraft, non, il faut revenir à la base pour que tout le monde puisse suivre. Donc c'est aussi une démarche pédagogique de commencer par le début. Pour ceux qui souhaitaient un âge un peu plus avancé, bah là non, il faut aussi penser au public plus large. Et malgré ça, beaucoup de violence de la part des critiques américaines se sont fait entendre ces dernières heures. Et là, dans les premières journées, avec les premières projections, qui parlent de films pour les gamins, qui s'amusent avec ces action figures, vous savez, ces petits bonshommes genre Action Man et des trucs comme ça, que le film serait de ce niveau-là. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas en train d'adapter Le Seigneur des Anneaux, une œuvre littéraire des années 50 d'un professeur d'université. On n'est pas en train d'adapter ce genre de récit, ce genre d'œuvre, ce genre de livre. On est en train d'adapter un jeu vidéo des années 90 par une boîte qui avait fait avant The Lost Vikings, c'est-à-dire des Vikings perdus dans des installations spatiales. Ce n'est pas de l'heroic fantasy littéraire à la Seigneur des Anneaux. C'est beaucoup plus pop. Ça, c'est un autre point qu'il faut bien mettre en valeur. Il ne faut pas avoir une idée préconçue quand on va voir Warcraft. C'est vraiment une autre façon de faire de l'heroic fantasy. Ce que je peux reprocher, ça c'est au cœur même du récit, c'est peut-être un manque de vision d'ensemble, parce qu'on est beaucoup trop avec les personnages. Warcraft, c'est une vue du dessus, qui fait d'ailleurs à un moment, c'était un très bon moment, c'est pour montrer la progression des orques, eh bien on a une caméra qui suit différents villages très rapidement, mais d'une façon assez semblable en fait à ce qu'on pourrait faire dans le jeu. On suit des villages qui se font attaquer jusqu'à un point final qui est une forteresse qui se fait shooter, enfin on voit une tour qui tombe. Ça c'est vraiment un mouvement qu'on pourrait faire dans le jeu. On regarde nos différents villages, nos différents camps se faire dégommer les uns après les autres. Eh bien c'est un petit peu ça. Ici on épouse beaucoup le point de vue de quelques personnages. Dieu merci, ces personnages sont de part et d'autre de la barrière, du conflit. Donc on a quand même une vue d'ensemble, mais on est très proche du sol, on va dire. Il y a une vue d'ensemble que permettait par exemple le Seigneur des Anneaux, qui n'est pas le cas forcément ici. C'est-à-dire qu'on accompagne toujours des personnages. On n'est pas balancé dans une scène comme ça. Non, on est toujours avec quelqu'un. Donc on suit toujours l'action à hauteur d'eux, si vous préférez. C'était bien entendu dès le début du développement par Duncan Jones. C'est qu'on serait avec une batterie de personnages. Le point suivant, c'est est-ce que on peut tout comprendre tout ce qui se passe si on n'a pas joué au jeu? On nous narre une histoire importante qui doit poser beaucoup de bases, qui a beaucoup de personnages. Le rythme est très soutenu, hein. C'est 100 temps mort quasiment. Il y a un ou deux trucs qui sont un peu lents, mais ça s'enchaîne très vite, trop vite, au point que je soupçonne des problèmes de montage. C'est-à-dire un montage qui doit faire 2 heures. Parce que voilà, c'est un premier film, c'est une entreprise risquée, il n'allait pas faire du 2h30, 2h40. Donc il y a beaucoup de plans que vous voyez dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film. Et même mieux, ceux qui ont pu regarder sur internet la séquence d'introduction qui était, je crois, présentée à la Comic Con ou à la BlizzCon, je sais plus. Quand les orques, c'est les premières scènes du film, quand les orques arrivent à l'endroit où il y a la grande porte, ils arrivent avec leur bagage et ils traversent une immense porte qui s'ouvre comme ça, il y a de la fumée, de la lumière comme ça qui arrive et eux ils arrivent en nombre comme ça et on a de la fin de ce plan. Mais on a plein de trucs et aussi une discussion autour d'un feu sur la couleur des autres orques qui sont verts alors que certains sont marron, brun. Alors il y a cette discussion, comment ça se fait qu'ils sont verts, c'est de la magie et tout ça. Et ça on ne l'a pas non plus.
C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de coupes, aussi bien chez les humains que chez les orques, pour réduire la durée du film. Et ça se sent énormément dans des problèmes de transition, des fois des choses qui n'ont aucun sens. Par exemple, il y a notre héros, Lothar, qui va aller vers une espèce de tour magique, une tour de mage. Il arrive à bon port, et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on passe sur une scène où les orques attaquent un village. Et la scène dure 1 minute, même pas. Et après, on rebascule sur Lothar qui arrive dans la tour des mages. Et là, je me suis dit, attendez, mais il y a un problème quand même. Qu'est-ce que c'est que ce montage alterné là? Donc voilà, il y a des problèmes comme ça. C'est un film qui est coupé en plein de petits fragments. On doit compenser, voilà, sûrement les dizaines d'heures de jeu et tout le bagage culturel qui va avec ces dizaines d'heures en 2 heures. Et c'est plutôt délicat à faire. Le film donc fait des va-et-vient de plein de petites scènes, des transitions qui sont mal faites, et du coup un rythme qui est bizarre. Et pourtant c'est fait par Paul Hirsch. Alors je sais pas si vous savez qui c'est Paul Hirsch, mais c'est quand même le monteur des films de De Palma des années 70 et le monteur des premiers Star Wars. Je ne suis pas sûr que ce soit le monteur des 3 premiers Star Wars, mais il en a fait sûrement 1 ou 2 Star Wars, donc montage. C'est un mec qui a 70 ans, il a beaucoup d'expérience, et je pense que ça devait être très très dur de faire tenir un équilibre aussi entre les scènes avec les orques et les scènes avec les humains. Donc voilà, il y a un grand enjeu du montage dans ce film-là, on sent les problèmes, et du coup on a envie d'avoir une director's cut qui doit être bien fournie, parce que là oui, il y a des problèmes d'ellipse qui sont graves, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose mais on ne nous le montre pas, c'est très pénible ça, il y a plein de petites transitions qui sont vraiment mal gérées. Alors que ce sont des films qui ont des traitements lourds de post-production, voilà, ça doit coûter cher, donc il faut qu'ils fassent attention à leur transition. Sinon, ils feraient des effets spéciaux pour des plans qui n'existeront pas dans la version finale. Donc ça devient très vite délicat, et je pense que ça a été compliqué pour monter un film qui tient en équilibre. Par contre, l'histoire en elle-même, on revient à l'histoire originale avec le lore de World of Warcraft. C'est très étrange parce que les gens qui jouent à World of Warcraft ne connaissent même pas l'histoire de base. Et j'entends l'histoire de base, l'histoire qui a été écrite dans les premiers temps de la série. Bien sûr, World of Warcraft a modifié, effacé, gommé et réécrit l'histoire de Warcraft. Mais il faut aussi se documenter sur ce qui a été les premiers récits et les premières narrations de personnages. Et je crois que c'est là où Duncan Jones voulait aller. Après, bien sûr, chaque personne a un degré de connaissance et d'acceptation de ce qui se passe. Il faut, je pense, mettre son côté puriste en veille. Mais honnêtement, l'intrigue se devine, il faut pas se leurrer. Il y a des simplifications et des personnages manichéens. C'est clair et net. Des gens qui ont vu beaucoup de films, vous ne serez pas surpris par ce qui se passe. Parce que c'est classique. C'est classique, mais il y a quelque chose qui fait que c'est très attrayant. C'est la fantaisie de l'univers. Il y a presque un cliché dans la fantaisie, c'est une question. En fait, j'ai lu qu'il y avait des concepts de high et de low fantasy. Ici, ce serait clairement du high fantasy, c'est-à-dire un univers extrêmement coloré, chargé, plein de créatures et de lieux, de faits extraordinaires. C'est de la fantasy qui vit énormément, avec des clins d'œil qui ne sont pas envahissants, mais il y en a certains qui sont bienvenus. Par exemple, là, étant donné que je vous ai dit que j'allais rentrer dans des choses, des détails, des choses précises, je vais parler de certains petits détails qui sont amusants. Donc vous êtes prévenus, hein, regardez le film avant de regarder la critique. Hein. On a les guerriers de Lothar, donc les chevaliers, qui arrivent comme ça près d'un pont. Et au premier plan, on a une espèce de petite créature aquatique qui lève une petite lance pour essayer de les menacer, alors que c'est une petite créature de merde. Hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle un murloc. Et on a cette petite créature qui fait un espèce de petit bruit. Voilà, ça c'est vraiment dans le jeu. Et c'est très amusant de les retrouver, c'est-à-dire qu'il y a aussi des petites créatures qui se baladent dans la forêt, voilà, qui sont innocentes. Il y a aussi quelque chose que les joueurs connaissent bien, c'est la magie, dont un sort tout particulier qui est de transformer les gens en moutons. Ça, c'est un grand classique de Warcraft. Et il y a une scène où il y a un garde humain qui se fait transformer en mouton et c'est très très réussi. Alors là, ça fait mouche et c'est en même temps, ça ne dédramatise pas les orques.
parce que si ça avait été utilisé sur les orques, ce serait un peu ridicule. Là, c'est sur une petite scène humoristique, ça marche très très bien. On voit que c'est un univers vaste et vivant, de même que chez les orques, on voit qu'il y a toute une magie, du drainage de vie, j'en parlerai un peu après. Il y a aussi des rites, des coutumes, comme le Mak'gora, qui est un duel chez les orques pour remettre en cause la légitimité du chef de clan. Et toutes ces petites choses, ces petits détails, et ces petits personnages qui semblent comme ça a priori inutiles, eh bien c'est dans l'ambition de produire de la suite, ça c'est clair. Parce qu'il y a un truc qui est très important, mais je crois que personne ne l'a compris, à part ceux bien sûr qui ont joué au jeu. Nous avons un bébé orc qui naît, c'est le fils du héros orc, Durotan. Je crois que dans le film, il l'appelle Goël. Donc c'est le fils de Durotan et de Draka. Ce fils, il naît dans le Nouveau Monde, dans Azeroth. Gul'dan le lève pour le montrer à la Horde, et le titre arrive. Warcraft, bam. Le truc, c'est que la fin du film, on a le titre Warcraft, et après, on a une scène de nouveau avec ce petit qui se fait recueillir par des humains. Et à ce moment-là, on sait qui est le petit. On le savait déjà avant, mais ça m'a conforté dans l'idée. Ce petit, c'est le futur guide de la Horde. C'est-à-dire que c'est un futur guide, même sans avoir joué au jeu, parce que le petit, il arrive dans un panier en osier dans la rivière. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Moïse, tout simplement. C'est le début de la grande épopée de Moïse. Eh bien ici, ils l'ont refait avec un petit être qui va être éduqué, je crois, ou voire mis en esclavage, je ne sais plus, par les humains, par Blackmore. Donc c'est ce petit orc Thrall. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, c'est Thrall, donc on le voit tout petit, tout bébé. C'est extrêmement touchant et c'est ce genre de détail qui rend la richesse de l'univers, par exemple. On est très sollicité. Il y a beaucoup de choses dans le film, donc il faut s'accrocher. Mais c'est un peu le cas quand on commence sur une base aussi riche, qui a été déployée pendant 20 ans. On peut se sentir dépassé. Même moi, à un moment, je me suis senti dépassé. Quand il y a le fel, donc c'est cette magie de drainage de vie, ça a un nom, ça s'appelle le fel. Et aussi une espèce de monolithe qu'on montre à un moment quand il est chez des mages. J'ai pas compris ce que c'était que ce truc, Alodi ou je sais pas ce que c'était, j'ai rien compris. Mais voilà, ça c'est des trucs qui m'ont dépassé par exemple. Alors bon, là je tarie des loges et tout ça, mais je pourrais aussi faire mon chieur. Je pourrais parler par exemple de la grande porte. Ils utilisent le design de cette grande porte, qui est une énorme bâtisse très ouvragée, sur des modèles de World of Warcraft. World of Warcraft, qui est le dernier chaînon de l'univers et même de l'histoire de Warcraft. J'aurais peut-être souhaité qu'il propose le design de celle de Warcraft 2, qui correspond plus à la culture orque, c'est-à-dire un dolmen, une construction circulaire à la Stonehenge, qui correspond peut-être, je pense, plus à la construction circulaire des bâtiments orques, et pas une espèce de grande porte super ouvragée avec des statues d'anges de la mort ridicules pour les orques, c'est-à-dire des orques qui sont primitifs et qui vont commencer à faire, à se la jouer sculpteurs, artisans, super propres et tout ça. Ça, c'est un peu ridicule. Mais ça a plus de gueule qu'un simple grand dolmen. Donc c'est plus spectaculaire et on a préféré l'utiliser. Je pourrais parler de ce genre de choses par exemple, mais bon, c'était pas très important. C'est du pinaillage de nerd, mais ça fait plaisir quand même de voir un film, voilà, qui rend compte de certaines bâtisses, de certaines choses vraiment avec panache. Parce qu'il faut faire des choix pour potentialiser le maximum du film. C'est le premier film, il faut montrer des trucs topissimes. Donc on va montrer la bâtisse de la grande porte, de ce grand portail, avec le côté le plus spectaculaire qu'on puisse faire. Donc on déballe tout le grand jeu. On déballe une immense porte, super incroyable et tout ça. Si je devais faire encore chier, le grand chef de guerre Blackhand ne meurt pas par la main de Lothar. C'est Orgrim Doomhammer qui s'en occupe et qui d'ailleurs tranche sa tête pour après la montrer à la Horde pour réclamer la souveraineté. Donc voilà, le film prend ses distances avec l'histoire originelle. Mais il arrive à retomber sur ses pattes à la fin du film. Et ça, c'est un grand tour de force. Le film se termine là où Warcraft 2, le jeu, commence. L'Alliance contre la Horde. C'est important à noter. La coupe et la structure du film est bien pensée.
pour autant qu'on puisse imaginer une adaptation d'un jeu de stratégie aussi. Faut pas avoir des attentes de ouf, avec des twists et des trucs comme ça. On est là dans une adaptation d'un jeu vidéo pop, sur de l'heroic fantasy fantasque et populaire. On n'est pas là pour faire une adaptation de littérature. Nous avons 2 personnages principaux, et on a environ 5 personnages secondaires bien distincts par camp. Donc ça nous fait à peu près une douzaine de personnages importants dans le film. C'est très très lourd. Alors on a plein de petites scènes où on a les orques et les humains qui développent leur personnalité. On a très très peu de scènes où les orques et les humains sont vraiment réunis. Et il faut bien dire que les orques, ils sont plus crédibles que les humains. Nos bons humains alors, ils ont des armures très cartoon, une certaine classe, mais on sent aussi que c'est très encombrant. Mais du coup, on se sent vraiment comme dans le jeu. Ce n'est pas du tout des armures qui doivent être calées sur le Moyen-Âge qui existe vraiment. Non, non, là c'est vraiment de l'armure fantasque. Notre cher Lothar, pour commencer par lui, Travis Kimmel joue donc le Lord, pas encore Lord, mais moi ce que j'appelle toujours le Lord Anduin Lothar, ou comme on aime l'appeler avec mon frère, Lord Andouille Lothar. Je l'imaginais moins blagueur, c'est donc voilà, quelqu'un qui a la vanne facile, hein. C'est un sacré farceur, notre Andouille Lothar. Il fait ce qu'il peut pour jouer, pour camper son personnage, Kimmel. C'est un viking cool, puisque c'est l'acteur qui joue dans Viking. Et bien ici, il joue aussi une sorte de soldat cool. Il n'est pas super dramatique, il a du mal à jouer d'autres émotions. Et quand il est bourré, il fait pas du tout l'impression qu'il est bourré, il a l'air un peu endormi. C'est pas le personnage qui m'a le plus plu chez les humains. Je trouve que par exemple, les 2 mages s'en sortent beaucoup mieux. Medivh et Khadgar. Alors, il faut juste comprendre que Medivh, c'est celui qui a tout déclenché. Il s'est pas spécialement dit dans le film, en tout cas pas les tenants et aboutissants, mais Medivh a déclenché la faille par laquelle Gul'dan s'est engouffré. C'est un mage extrêmement puissant. On aurait souhaité peut-être plus de démonstration, mais Ben Foster joue bien le personnage. On a Khadgar aussi qui est une sorte de sidekick, mais qui va devenir un personnage très important par la suite. Donc on le présente jeune pour montrer aussi une évolution puisqu'on souhaite faire des suites. Donc on nous présente des tonnes de personnages qui vont vivre, mourir. Donc c'est important aussi de comprendre ce choix de mettre une ribambelle de gens et des gens qui sont très inégaux, aussi bien dans leurs capacités que dans leur jeu d'acteur, que ça forme un tout. Medivh est très replié, Khadgar lui est montré vraiment avec beaucoup de présence. Nous avons aussi le roi Lane. Alors celui-là, le mec est un incapable, parce qu'à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, il demande « Mais qu'en pense Medivh ?» Non mais c'est un truc de fou, parce qu'à chaque fois qu'il y a un machin à faire, quoi que ce soit, il faut que Medivh soit là. Oh, il faut escorter machin, il faut que Medivh soit là. Oh, il faut que j'aille au WC, oh, il faut que Medivh soit là. Non mais ce roi, c'est un peu un roi incompétent. Alors bien sûr, c'est oui, il faut sauver le peuple et tout ça. Je ne suis pas trop fan du roi. En plus, ça tombe bien, il meurt dans le film. Normalement, il devait mourir dans ce film-là, puisqu'il semblerait que ce soit des choses qui se sont passées lors de la Première Guerre. Donc, il devait mourir. Alors, il ne faut pas imaginer que ce film-là, c'est tout ce qui se passe dans la Première Guerre. C'est un condensé vraiment des premiers affrontements. La Première Guerre ne peut pas être résumée à ce film-là, mais je pense qu'ils vont fonctionner de cette façon parce qu'il faut que ça soit plus rapide. Ils peuvent pas décliner à l'infini tous les films et tout ce qui se passe, donc il faut faire des choix et des compromis. On a un autre personnage, avant de passer chez les orques, qui m'a posé beaucoup de problèmes. C'est Garona. Garona, c'est un personnage qui est esclave de Gul'dan. Dans les premiers récits, c'est son assassin, quelqu'un qui a la solde de Gul'dan pour se débarrasser des troubles faits. C'est un personnage qui, je trouve, ne fonctionne pas du tout, parce que c'est la seule créature qui n'est pas motion capturé. C'est-à-dire que c'est du cosplay raté. Ce n'est pas une orque, c'est un croisement avec un Draenei. Alors la Draenei, c'est la créature qu'on voit au début du film qui est dans une cage et qui prend la main de Garona, une créature un peu blanc-bleu. Ce sont les représentants d'une race qui devait affronter aussi les orques sur Draenor, sur le monde mourant des orques. C'est une race qui a perdu malheureusement la guerre et qui se retrouve
emprisonné par Gul'dan pour ouvrir cette fameuse grande porte des ténèbres. Ce n'est pas, encore une fois, aux critiques de faire ce boulot de recherche, bien sûr. Hein, les critiques ne sont pas capables d'ouvrir un simple Wikipédia ou un Wiki Warcraft pour se renseigner sur les personnages. Non, ils disent « Ah, c'est mi-orc mais humain !» N'importe quoi, bien sûr. Sinon, ça voudrait dire que les orcs seraient déjà allés dans le monde d'Azeroth auparavant pour faire des copulations interdites. Surtout vu la gueule des orques. Donc ça fait fake, le personnage fait méga fake, surtout pour la peau en fait. La peau et la taille, parce que les orques, quand vous les voyez dans le film, ce sont des monstres. La main d'un orc, d'un simple orc, fait la taille d'un torse humain. C'est monstrueux. On le voit à un moment, on voit Lothar qui a assommé un orc, et il est en train d'essayer de prendre la main de l'orc, il n'y arrive même pas. Les orcs sont beaucoup plus grands. À mi-chemin entre un orc et un Draenei, mais Garona, elle devrait être beaucoup plus grande que Lothar, et elle devrait avoir une peau qui n'est pas aussi fine. Là, on dirait juste un top modèle d'aujourd'hui, hein, teint en vert. Le look ne marche pas du tout, je trouve que ça fait fake. Et si ce n'était que ça, le jeu de l'actrice. Oh là 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 là. Alors à la fin, ça se tasse, c'est beaucoup mieux à la fin. Mais le début, c'est consternant. C'est nul! Ah non, mais quand je dis c'est nul, mais attendez, elle se fait prendre en otage, enfin en prisonnière, et elle arrive devant le roi Lane et Lothar et tout le tralala, et elle te fait des regards, mais n'importe quoi. C'est un regard du style « je suis mystérieuse, je suis sexy, alors je vais vous faire un regard mystérieusement sexy !» Mais là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire là? Avec son jeu du style, ah, moi je suis plus forte que vous, alors que c'est une esclave, c'est une bâtarde. Elle est mi-orque, mi-humaine, c'est même pas un orc. Alors elle doit se faire accepter par la tribu, mais c'est une bâtarde. Alors bien sûr, du fait maintenant qu'elle est face aux humains qui sont encore des moins que rien par rapport aux orques, alors elle essaye de gonfler la poitrine, mais c'est ridicule. Alors là, la romance, mais c'est complètement surfait. Alors moi, ça c'est un truc que j'ai pas du tout aimé, c'est l'espèce de romance entre Garona et Lothar. Alors après, bien sûr, j'ai bien compris que ça stimulait certains élans de scénario. Après, à la fin, il y a une espèce de retournement, puisque c'est Garona qui tue sur sa demande, sur la demande du roi Lane, qui le tue, donc le roi. Et après, bien sûr, elle va avec les orques, parce que oui, les orques ils disent « Ouais, elle a tué le chef des humains, ouais, c'est trop cool !» Et Lothar la laisse comme ça, et donc elle va essayer sûrement de régler le problème avec les orques, les rendre un peu moins agressifs. Hein. Voilà, donc ça stimule en fait des élans de scénario, mais les scènes voilà, de romance et entre les deux, oh là là, c'est surfait, c'est du méga déjà vu. Alors là, du coup, ça m'a pas du tout intéressé. Par contre, il y a une romance qui est excellente, c'est le couple entre Durotan et Draka. Alors là, je dis oui, clairement. Un couple qui a un enfant et qui se pose des questions. Et qui se dit, il faut pas prendre trop de risques parce que maintenant tu es père. Et c'est pas vraiment dit, voilà, avec des scènes claires, mais il y a beaucoup de regards, il y a des jeux corporels chez les orques qui sont très parlants, je trouve. J'ai vu des images du tournage et elle n'a pas la peau verte. Ça voudrait dire qu'ils l'ont colorié même, en post-production. Ça donne encore plus un côté hybride au personnage. Et ça amène aussi à des considérations très intéressantes sur un côté méta du film, entre les humains qui jouent réellement sur les plateaux de tournage et les orques qui sont en performance capture. Et entre eux deux, on a une humaine qui est entre quelqu'un de physiquement présent et un traitement de post-production sur sa peau. Alors je sais pas si ce sont des vidéos de tournage d'essai, de cascade, ou si c'était vraiment filmé. Alors dans ce cas-là, il y a de la coloration de peau en post-production. Je ne sais pas ce qui est le plus compliqué, peindre l'actrice ou la peindre numériquement par la suite. Les orques par contre, alors là les orques, la grande réussite du film. J'attendais beaucoup des orques, alors là, spectaculaire, incroyable, émouvant, c'est fort comme tout. Toutes les scènes avec les orques sont réussites. Alors là, c'est parfait. Les orques virtuels ont plus de cœur que les humains. C'est ce que j'avais lu dans une critique américaine. Totalement d'accord. Les orques ont plus de cœur que les humains. Ils sont plus attachants et ils sont méga spectaculaires. Ils sont très détaillés dans leurs costumes. On a envie de les suivre. On a envie de s'attacher à eux.
Durotan en premier. Il est très juste, c'est un chef de clan qui essaye de mener tout son bon monde sans trop virer vers la folie meurtrière. Toby Kebbell, je crois, a joué sa performance capture parce qu'il y a tellement de gens qui jouent dans ce film des rôles principaux que je peux m'en mêler les pinceaux. Mais je crois que c'est Toby Kebbell. Super visage, super détaillé. Vraiment des visages de fou. Alors, je crois que c'est celui qui a le visage le plus travaillé. C'est pas celui qui a le plus de détails, mais alors là, vraiment, il y a un travail sur le visage, sur l'émotion, la scène où il est avec sa femme, où là, sa femme, elle le tape sur sa poitrine pour dire arrête ton cinéma, c'est trop cool ça. Ouais, c'est vraiment super cool. On a un autre personnage qui est un personnage qui presque vole la vedette à chaque fois qu'il est dans l'écran, c'est Gul'dan. Alors Gul'dan, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage très important, c'est un sorcier ultra puissant, c'est un sorcier complètement avide de pouvoir, qui passe son temps dans le film à drainer la vie des autres. C'est génial, hein. Il draine tout, il draine les arbres, il draine les animaux, les orques, les humains, enfin tout ce qui est vivant. Et après, pour s'en servir, et c'est là que c'est énorme, ce n'est pas seulement un méchant, vraiment le mec qui n'en a rien à foutre des autres. Non, le Gul'dan, il fait office aussi de chaman auprès des orques. Donc c'est quelqu'un qui influence énormément les chefs de guerre. Et c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Ici, il est beaucoup mis en avant, mais il a aussi le statut de chef spirituel. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, il va utiliser sa magie pour garder la horde unie. On a par exemple Draka, donc la femme de Durotan, qui passe la porte avec son enfant qui est encore dans le ventre. Elle accouche, comme je vous disais, dans le Nouveau Monde, dans Azeroth. Mais l'enfant, le problème, c'est qu'il n'a pas passé la porte. il est mort. Alors, ce que va faire Gul'dan, c'est qu'il va drainer le premier animal qu'il voit, c'est une biche, un truc comme ça. Il va drainer son énergie et la redonner sur l'enfant mort qui va de nouveau vivre. Donc là, c'est un truc assez spectaculaire et tu dis, ah mais finalement, ce Gul'dan, il a l'air sympa, hein, mais en fait pas du tout, c'est un enfoiré. C'est un orc qui s'amuse à jouer avec l'âme des gens comme un chat jouerait avec une souris ou avec une pelote de laine. On le voit parler à un moment à Angrim Doomhammer et à côté, il y a une espèce d'humain dont il draine l'énergie vitale par petits morceaux. C'est assez jouissif de le voir comme ça, et hop, comme si on fumait une cigarette. C'est ça, le mec il était en train de fumer l'humain, mais correctement quoi. C'est très nuancé et badass en même temps, les voix sont toutes géniales. Il y a eu sûrement bien sûr un traitement sur tout ce qui est voix, la gestuelle, la masse. On sent un poids dans le corps aussi. Ça, c'est tout un travail de son aussi et d'animation du muscle. C'est très impressionnant ce qu'ils ont pu faire avec les orques. Il y a aussi Blackhand. Alors Blackhand, donc moi je vous l'ai dit les noms en anglais parce que quand Warcraft 2 était sorti, tous les noms des orques et des humains étaient prononcés à l'anglaise. Donc moi je ne les connais que en anglais. Je crois que c'est bien parce que ça a plus de classe. Blackhand, donc c'est un chef de guerre qui est celui qui est le plus important. C'est un énorme chef avec une grosse barbe noire et une espèce de, comment dire, de cape d'os. C'est assez incroyable. Il y a un détail de fou sur ce personnage. C'est bien normal puisqu'il est campé en performance capture et à la voix par Cranston Brown. Alors, ceux qui savent pas qui c'est Cranston Brown, c'est le sergent instructeur dans Starship Troopers et c'est aussi le Kurgan dans Highlander. Donc c'est un mec qui a une petite carrière, mais c'est aussi quelqu'un qui a une voix assez incroyable, extrêmement caverneuse, sombre, et qui a une voxographie monumentale. C'est par exemple celui qui fait Monsieur Krabs dans Bob l'éponge, la version anglaise. Voilà, on pourrait dire c'est un comédien de doublage. Et qui est très important aux États-Unis. Il a une voxographie colossale. Donc, ouais, il campe un personnage qui est complètement ouf, quoi. Massif, violent, mais aussi, pas seulement, voilà, un gros méchant pas beau. C'est quelqu'un qui pense à la Horde. Alors, il pense à la Horde d'une façon agressive, mais aussi quand il s'agit de rester avec son peuple, il le fait. Il y a un moment où il doit prendre une décision, et il se range du côté des orques contre la vie de Gul'dan. Et ça, c'est super intéressant. Voilà, on n'a pas le gros méchant complètement con. On a toujours des personnages nuancés. Et même Gul'dan qui est méchant, eh bien à la fin, il se résigne.
Il sent que voilà, je vais perdre le contrôle sur la Horde, donc je me résigne et je vais dans le sens des autres. Donc ça, je le trouve vraiment, ça apporte beaucoup de petites choses qui nous perturbent parce qu'on n'arrive pas à l'identifier comme méchant ou gentil, donc on a envie d'en savoir davantage. Et voilà, ça stimule notre intérêt de voir davantage sur ces personnages pour pouvoir les mettre dans des catégories par la suite. C'est comme le Doomhammer, donc le Angrim Doomhammer, qui est beaucoup moins belliqueux que dans les premiers récits. Il est beaucoup moins violent que dans les histoires où c'était un mec super violent, complètement parano, enfin voilà. Et c'est lui qui tuait d'ailleurs Black Hunt, ici c'est pas le cas. Donc là c'est un peu le copain de Durotan qui essaye de trouver un équilibre, hein. C'est pas facile, mais il veut pas se ranger du côté des humains. Mais ce sera un personnage très important pour la suite, pour Warcraft 2, s'il y en a un. Le film n'amène pas forcément un jeu incroyable, hein. Il ne faut pas s'attendre à du Shakespeare. C'est du dialogue de film B, oh je dirais pas, ça c'est un peu méchant, mais encore une fois ça correspond à cette tendance pop. Ce n'est pas littéraire, ça ne se veut pas forcément, comment dire, aussi profond que certains passages du Seigneur des Anneaux. Et ça ne se veut pas, donc il faut pas aller le chercher là où il n'est pas. Et puis, entre nous soit dit, le Seigneur des Anneaux, il a aussi son lot de dialogues cons aussi, hein. Les personnages, eux, généralement, ils sont toujours un peu écrasés par des choses qui sont au-dessus de le poids des traditions, pour les orques pour la plupart. Durotan a une responsabilité puisque c'est le chef de clan, c'est quand même important. Le roi Lane, eh bien, lui, il peut rien faire sans l'aval de Medivh, sans demander les conseils de Medivh. Quel con celui-là. Et on a le pauvre petit Khadgar qui, lui, il veut toujours s'attirer les bonnes faveurs de ce dernier, donc de ce Medivh du gardien. Donc il essaye de faire des trucs pour briller en société, sauf qu'il est pas très doué. Il est un peu gauche, hein, mais il aura tout le temps de devenir un grand mage. Les motivations, des fois, manquent un petit peu d'éclaircissement. Les motivations de Medivh, de Gul'dan, qui sont peut-être ceux qui déclenchent le plus de choses dans le film. Aussi de Garona. Alors ça, j'avais pas compris. C'était pas très clair quand le roi Lane lui disait « Ah oui, il faut que tu me tues. Comme ça, tu pourras atténuer et faire un pont entre nos deux peuples et tout ça. » Enfin, ça, c'était pas clair du tout. Ça, j'ai pas trop compris. Alors bien sûr, il savait très bien que le roi Lane qu'il allait crever parce que Black Hand fonçait vers lui, mais cette idée de finalement ordonner à Garona de le tuer juste pour la faire passer encore comme une espionne, en fait, c'est un peu ça. C'est un petit peu gros, je dirais. Mais après, de toute façon, si elle le faisait pas, elle crevait avec le roi Lane. Donc finalement, c'est peut-être bien. Mais je trouvais qu'il y a un moment, là, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qui se passe là au niveau de la psychologie? J'avais pas suivi. Alors bien sûr, il y a avec cet ordre qu'il lui donne, il y a bien sûr, voilà, sentiment, drama, voilà, bon. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais oui, des fois, ça manque un petit peu de précision surtout Medivh. Medivh est très opaque. On ne sait pas trop ce qu'il pense, hein, et on ne sait pas trop pourquoi il se passe tout ce qui se passe dans le film. Donc bon, c'est un petit détail, mais voilà, encore une fois, on souhaite des choses développées. On ne peut pas, le film fait 2 heures, il faut se contenter de ce qu'on a. Je veux dire, c'est pas un truc que je prends en compte, parce que ça sert à rien d'imaginer les potentiels films, il faut voir ce qui est. Voilà. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut voir régulièrement aujourd'hui, ce sont les tendances à vouloir que tout nous soit expliqué et pas faire fonctionner notre imagination, tout simplement. Et ça peut peut-être venir de séries qui développent les choses précisément jusqu'au bout du monde, et après la personne a toutes les clés pour imaginer plus rien parce que tout a été expliqué. Donc c'est ça le problème aussi. Le film nous permet d'imaginer des idées, un potentiel en fait. Après, peut-être que ça nous sera expliqué dans une éventuelle Director's Cut, on ne sait pas. Mais en attendant, je trouvais qu'il manquait un peu de consistance quant aux objectifs des 2 parties. Le projet en lui-même est né en 2006. C'était prévu comme étant un film live sans images de synthèse, sans avoir des orques voilà, en performance capture qui n'existaient pas vraiment à cette époque-là. Bien sûr, c'était en 2006, il n'y avait pas encore Avatar, donc la question ne se posait pas. Il y avait Sam Raimi qui était approché, mais qui a quitté le projet, malheureusement, et je ne vous parle même pas de UV Ball, hein, qui voulait s'en occuper. Alors, la studio ont dit,
Non, surtout pas vous. Donc oui, c'est un premier blockbuster pour le réal Duncan Jones. C'est un gros spectacle, avec beaucoup de choses qui ont été tournées dans un décor réel. Alors bien sûr un décor réel, décor de studio, faut pas se leurrer, avec des fonds verts sur les côtés pour nous montrer une extension de ce décor. Il y a des lieux différents qui sont en fait le même lieu. Il y a une prison qui est en même temps un dortoir et qui est en même temps une armurerie. Donc voilà, le fait que ce soit des milieux assez cloisonnés dans des châteaux forts permet de faire passer finalement le même lieu pour plusieurs lieux différents, ce qui est plutôt une bonne chose, mais du coup ça réduit un petit peu la portée visuelle de ces lieux. Ils sont génériques, ils ne sont pas mis en valeur, ils sont discrets, ils sont flous, donc c'est un peu dommage. Ils font la transition entre des grands panoramas très grands et qui sont en images de synthèse, avec des plans plus rapprochés où on voit à peine le camp, donc on assimile ce bout de camp chez les orques par exemple, à un grand panorama super spectaculaire. Alors bon, c'est un peu de la poudre aux yeux, mais ça fonctionne plutôt bien. Je me suis pas posé la question en fait. Je vous le dis là parce que j'ai du recul, mais voilà, il peut y avoir ce petit, comment dire, regret de pas avoir plus de lieux imposants. Par exemple, la salle du trône, on voudrait voir quelque chose de plus massif, mais en fait, c'est beaucoup plus discret que cela. Même si des fois on se permet un travelling vertical pour montrer que le plafond c'est la carte du monde, ça c'est pas mal. Mais je sais pas, une façon de montrer le lieu. Par exemple, on a dans les différentes cinématiques de Warcraft 3 donc des mouvements circulaires sur le lieu qui ont assez de distance et qui montrent voilà la majesté et le vide aussi de ces lieux-là. Les rois ne sont pas des gars qui ont des cours et des trucs comme ça. Non, ils sont juste avec leur reine et quelques gardes et c'est tout. Donc c'est assez sinistre en fait comme façon de représenter la salle du trône. Mais c'est en même temps la façon dont Blizzard voit les seigneurs dans Warcraft. Ce sont pas des gars qui ont une cour là et qui donnent des banquets et tout ça. Non, 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 ce sont des chefs militaires qui sont très très inquiets. Pour continuer sur le réel, il y a eu aussi des objets orques qui ont été fabriqués pour la plupart, qui ont été après modélisés, scannés, parce que c'était sûrement plus facile de les faire en vrai que de les faire en virtuel. Et puis ça permettait, bien entendu, vous pouvez vous en douter, de les utiliser avec les acteurs qui jouent en performance capture sur les tournages. Donc voilà, c'était des choses en moins à calculer, donc je pense que ça pouvait être pas mal pour l'équipe des effets spéciaux. Je regrette certaines choses qui me semblent élémentaires, par exemple que les humains ont quelques chevaux, mais pas plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cavalerie. C'est-à-dire qu'il n'y a que des troufions de base qui se déplacent à pied. Et je trouve ça complètement con. Surtout que dans Warcraft 2, il y a des chevaliers. Et il y a même des paladins. Donc des chevaliers qui ont des pouvoirs du clergé. Donc qui peuvent bannir les morts vivants et des trucs comme ça. L'aspect religieux, mis à part l'épopée de Moïse que je vous ai évoqué concernant le fils de Durotan, le clergé n'est pas présent. Pas du tout. Sûrement pour éviter des problèmes. Surtout que c'est le premier film, hein, il faut y aller mollo. Mais je trouve qu'une cavalerie aurait été une très bonne chose. Sachant que, si vous lisez les premiers récits, eh bien vous vous rendez compte que les orques ont eu beaucoup de problèmes avec les chevaux, qui leur foutaient une raclée à chaque fois qu'ils essayaient d'attaquer les humains. Les premiers assauts étaient plutôt intéressants, mais dès qu'ils se sont attaqués à une forteresse humaine, ils se sont fait rouler dessus par la cavalerie humaine. Et là, on n'a pas de cavalier. On a voilà, le chef sur un cheval, les personnages principaux, mais c'est tout. Et je trouve ça, encore une fois, un petit peu regrettable. Alors sûrement, peut-être que ça coûtait trop cher pour les effets spéciaux, et même pour la logique du tournage, de nous faire voilà, une trentaine, une cinquantaine, une centaine de cavaliers. Mais voilà, c'est quand même, je sais pas... Au Moyen-Âge, on souhaite tous voir tout d'un coup des cavaliers en armure chargés, un peu à la manière qu'on avait. Si vous vous souvenez, si vous avez vu ce film, Blanche-Neige et le chasseur, je crois bien qu'on a une première scène où on a un roi qui charge avec tout plein de cavaliers qui ont des destriers, je crois, carapassonnés, donc des destriers en armure, et c'est ultra spectaculaire. Voilà, ça, ce genre de cavalerie, moi je voudrais les voir à nouveau dans un film. Encore une fois, ce film, il doit aussi faire un petit peu profil bas, donc il a un peu le cul entre les deux chaises, hein, ce film-là. Il doit montrer plein de choses, et en même temps, il doit se restreindre un petit peu. Quand je parlais des effets spéciaux et que ça devait être trop cher, on va un petit peu maintenant parler, justement, de tout l'aspect visuel du film. Quand j'avais vu le screen
de cette fameuse introduction dont je vous parlais, qu'on n'a pas dans le film, qui a été diffusée voilà, à la BlizzCon ou à la Comic-Con, je crois en 2014, je ne sais plus. Eh bien, il y a plein de gens qui ont dit big computer visual, parce que bien sûr c'était un screen, donc c'était une caméra dans le public, et on entendait les gens réagir. Des gens voilà, qui me plaçaient déjà comme étant du film par ordinateur à la type Avatar. Donc fond vert movie, voilà, des choses comme ça. Mais eh bien, je peux vous dire qu'au bout de quelques minutes, même pas, on oublie que ce sont des effets spéciaux. Et on rentre dans l'univers. J'ai accepté le contrat. C'est un contrat accepté. Et ce qu'ils font, en fait, c'est tout à fait logique. Le film commence par un duel entre le réel et le virtuel. Qu'est-ce que fait la caméra de Duncan Jones ? On nous présente un humain, c'est notre référent, c'est le réel, c'est ce en quoi on est tout le temps habitué. Dans le film, dans le cinéma, on veut du réel. On veut des acteurs, des vrais acteurs. Eh bien, ce que fait Duncan Jones, c'est méta un peu ce que je dis là, c'est pas, je pense, ce que voulait faire Duncan Jones, mais en termes d'effets spéciaux, c'est un enjeu. Ce que fait Duncan Jones, c'est qu'on a une caméra qui suit l'orque, donc on est de son côté mais on le voit pas cet orque, et on voit cet orque arriver vers l'humain, et après on a l'orque en contre-jour qui fracasse le réel, donc il fracasse l'humain, l'orque qui est virtuel. Donc on a en fait le virtuel qui fracasse le réel, qui nous dit non, c'est pas ce que tu vas avoir tout de suite, tu ne vas pas avoir le réel, tu vas avoir le virtuel. Et après on a une scène avec les orques qui débarquent et tout est virtuel. Jusqu'à ce qu'ils passent la grande porte et qu'ils arrivent dans le nouveau monde, tout est virtuel, rien n'existe. Et ça c'est formidable. C'est-à-dire que le film, sa profession de foi, c'est nous faire croire aux orques. Donc par quoi on commence ? Des orques, tout simplement. C'est comme, et d'ailleurs il y a beaucoup de liens qu'on pourrait faire avec Dawn of the Planet of the Apes. C'est-à-dire que le Dawn of the Planet of the Apes, on commence avec un gros plan sur le visage, sur les yeux de César, et après on va avoir un dézoom pour nous dire attention, il faut que d'emblée vous soyez avec nous, avec les effets spéciaux du film, que vous vous identifiez à ces orques, et si vous vous identifiez à eux, on a gagné. Donc au bout de 5 minutes, pour moi, Warcraft, il avait déjà gagné. Il avait déjà gagné mon cœur. Non mais c'est vraiment ça. Je me suis dit, là, les mecs, ils ont tout compris. On commence pas avec les humains, c'est une hérésie, ça sert à rien. Il faut commencer par ce qui nous fait le plus peur, que les orques soient ratés. Et on nous balance une superbe scène où Gul'dan déclenche ses pouvoirs pour ouvrir la porte, et on voit plein d'orques foncer vers la porte parce que c'est le nouveau monde. Alors on nous narre pas tellement le contexte autour des orques, mais il faut comprendre que Draenor a tellement souffert des orques qu'elle est en train de se démolir. Et les orques eux-mêmes ne savaient plus contre quoi se battre. Donc ils commençaient à se battre entre eux. Et Gul'dan, lui, il s'est posé beaucoup de questions parce que bon, c'est un orque aussi, donc il savait pas comment rallier la horde. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché dans des trucs d'esprit, et il a trouvé Medivh. Medivh a ouvert un portail, et Gul'dan s'est dit mais c'est l'aubaine en fait. C'est l'aubaine pour que la horde, donc tous ces orques, puissent trouver un front commun, trouver une cause commune pour se rallier, et se rallier bien sûr à lui, à sa vision. Il serait le chef spirituel de toute la horde. Si ça, c'est pas une super promotion. Il y a un enjeu en fait politico-économique des orques, mais qui est pas du tout narré dans le film. Hein. Ça, c'est une grosse tare, je trouve. Mais peut-être encore une fois, Director's Cut. Enfin, je peux fantasmer sur ce Director's Cut pendant tout le reste de la critique, mais voilà, je voulais aussi vous indiquer ça. Donc, c'est un enjeu super important. Il est super réussi. Les orques sont vraiment incroyables. Il y a beaucoup de personnages en synthèse, hein, et c'est fou. Et même les orques en font. Ils ont des costumes, c'est une façon dont ils parlent, la façon dont ils bougent. Il y a eu 20 mois de post-production. Ça se voit. Et c'est tellement plaisant parce que le temps d'effets spéciaux et de montage est très très court. Alors bien sûr, ils commencent déjà le truc en amont, mais c'est quand même chaud. Et ça a amené après à des problèmes avec des studios. Je vous renvoie à ce petit incident pour l'Odyssée de Pi. Il y a eu, je crois, des gros problèmes avec les studios d'effets spéciaux qui étaient mis, mais sans dessus-dessous pour terminer les effets spéciaux du film. Enfin, un rythme qui est juste dégueulasse. Là, ce qu'avait dit Duncan Jones, on a plus d'1 an de post-production. On va avoir tout le temps nécessaire. Le tournage s'est terminé en 2014. On est en 2016. Les mecs, ils ont fait des effets spéciaux nickel chrome. Et aussi des effets spéciaux dans leur optique fantaisiste et un peu cartoon. Parce que Warcraft, c'est cartoon. Donc pourquoi le film devrait s'adapter, se ranger
du côté des Seigneurs des Anneaux, très réaliste, très monochrome. Quoi qu'on en dise, hein, le Seigneur des Anneaux n'est pas une série de films qui pétille. Hein. Le film se place aussi par rapport au jeu et nous livre des orques qui sont vraiment incroyables. Est-ce que c'est une performance capture qui est mieux que celle d'Avatar ou que The Planet of the Apes? C'est une autre façon de procéder. Ils sont peut-être moins virevoltants, mais alors je pense qu'ils sont vraiment du niveau d'Avatar. Moi, je croyais aux orques. On se pose aucune question. Moi, je me suis pas posé à aucun moment la question. Putain, il fait un peu de chips celui-là. Surtout les personnages principaux qui sont bourrés de détails. Surtout que c'est assez jouissif parce que y a une masse d'orques qui est autour du Rotan et je crois avoir remarqué des orques super importants par la suite, mais qui sont dans la foule et que tu vois même pas, mais qui se démarquent un peu par la chevelure, les armures. Tu dis celui-là, il est peut-être important. Et je crois qu'il y en a un ou deux qui sont en fait super importants, mais qu'on n'a pas du tout mis en valeur. Et ça, c'est super cool. Donc là, c'est le fan qui essaie de trouver les références. Hein. C'est assez jouissif à voir. Par rapport aux effets spéciaux, il y a quelque chose d'important qui était revenu dans certaines critiques de fans. C'est que vous savez que Blizzard fait des cinématiques, des vidéos qui sont à l'intérieur de leur jeu, qui représentent aussi l'univers. Est-ce que ce film est mieux que certaines cinématiques? Est-ce qu'il est plus beau? Faut bien comprendre que les cinématiques, elles ont rien à prouver à un public lambda, un public qui n'est pas très intéressé par l'univers, donc elle se permet des choses beaucoup plus poussées et plus osées, plus risquées bien sûr, en termes de mise en scène. Là, c'est une mise en scène qui est beaucoup plus classique, même si elle a quelques éléments un peu spéciaux. Je dirais qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie. Warcraft, c'est quand même une autre résolution, d'autres durées, même durée du film même. Hein. Ce n'est pas du tout le même traitement dans le workflow, donc le processus de production. Donc bon, avec des arguments comme ça, c'est sûr que les mecs ils peuvent pas aller très loin avec leurs critiques. Et même, on va dire que les gars, ils veulent faire un film en CGI en entier à opposer avec un film live comme ce qu'on a eu avec Warcraft. Comment vous allez le faire le film en CGI là? Parce que Blizzard, ils ont un petit département pour faire les animations de leur jeu, mais ils n'ont pas un département entier pour faire un film. Donc il faudrait déporter l'animation, une animation adulte, hein, comme pourrait le faire le département de Blizzard, sur une durée de 2 heures. Parce que pensez bien que Pixar, Illumination, Blue Sky, des choses comme ça, ça ne fait pas les films de Warcraft. Hein. Vous voulez faire comment le film alors dans ce cas-là? Il n'y a aucune structure qui pourrait faire un film en CGI blindé comme ça, et ne pensez pas un seul instant à Blizzard. Hein. Parce que Blizzard ne fera pas la démarche de se payer des studios supplémentaires, donc qui seront ailleurs que le studio qui s'occupe de l'animation de ces cinématiques, pour juste s'occuper des films. Hein. C'est un investissement colossal, mais colossal. C'est des centaines de millions qui devraient être mises dans la création d'un studio qui s'occuperait que de ça. Bien sûr, il y aurait une liberté artistique et encore mieux que ce qu'on aurait dans le film. Mais financièrement, c'est se flinguer, c'est se tirer une balle dans le pied, voire même se tirer une balle dans le cœur, parce que alors là, il faut surtout pas penser un seul instant que ça pourrait être fait. Ce serait trop colossal. Et l'Amérique n'a pas de structure qui font du CGI autre que vraiment les petits trucs pour les gamins. C'est très très rare. Et si ça arrive, eh bien ce sont des coproductions de beaucoup de studios qui arrivent enfin à sortir un petit truc. Des fois, c'est le machin qui se plante. Donc non, on est vraiment bien avec un film live comme ça. Ils arrivent en tant que méga consultants de la mort avec un studio de production qui s'occupe du reste, et c'est bien mieux comme ça. Et franchement, la technique de la performance capture, c'est une révolution. Et là, encore une fois, c'est un film qui nous le montre. Comme le disait Christophe Gans, donc le réalisateur du Pacte des loups et de la Belle et la Bête, quand il avait vu Avatar, il avait vu une technologie en avance, et dont le résultat et les retombées, on les verrait que dans 5-6 ans. Et bien là, Warcraft, c'est aussi une retombée, et c'est un des meilleurs représentants de ce que j'ai pu voir de la performance capture. C'est renversant. Alors encore une fois, voilà, les gens sont durs aujourd'hui, les critiques sont vraiment très dures, et on est très exigeant par rapport à ce que pourrait être un film. Alors les gens qui blaguent, c'est des vrais acteurs pour les orques, eh ben oui, bien sûr.
les orques sont campés par de vrais acteurs, des acteurs qui ont des costumes avec des capteurs, qui sont captés par différentes caméras. Alors c'est une performance capture qui a été faite avec plusieurs caméras, donc dans un lieu, un vrai lieu. Et après tout ça a été pré-rendu. Alors il y avait une technique qui était sortie peu de temps avant le tournage, qui permettait d'avoir du pré-rendu en direct sur les tournages avec le mec en costume gris avec les capteurs. Donc le mec avait déjà un rendu d'orque pendant qu'il y avait la prise. Donc ça, c'est une chance d'avoir aussi une puissance de calcul qui puisse nous permettre de poser des textures basiques, des textures grises sur le corps en collant avec des marques pour les capteurs, pour mettre, là il faut mettre cette texture, là il faut mettre celle-ci et celle-là. C'est vraiment bien. Le tournage, je pense qu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé pour toute cette technique-là, aussi pour faire un entraînement pour les acteurs, pour qu'ils se disent, je mesure 2 mètres, j'ai 270 kilos, donc voilà, tu bouges pas de la même façon. Donc il y a aussi un jeu d'acteur, faut pas croire que voilà, on délivre ces punchlines avec une voix caverneuse en faisant voilà, non, ça marche pas. Donc il y a aussi un jeu d'acteur. Et c'est le plus impressionnant en fait dans ce film-là, ce sont les orques. Ce sont les acteurs derrière les orques qui livrent des personnages très intéressants aussi. Tous, vraiment tous. Et bien sûr, il y a cet aspect cartoon. On a l'impression que c'est cheap aussi dans les décors. Mais c'est super joli. Non, joli. Oh, c'est joli. Joli pot de fleurs. Non. C'est vraiment impressionnant. C'est crédible dans leur logique. Ce n'est pas trop gamin. Warcraft a toujours fonctionné de cette façon. Quand vous jouez à World of Warcraft, c'est cartoon de base. Ce sont seulement les cinématiques qui te font miroiter en fait que c'est super sérieux et que tout ça. Mais non, le jeu est comme ça. Alors qu'ils avaient la technologie de faire quelque chose de moins cartoon. Mais non, c'est seulement les cinématiques qui donnent en fait une fausse piste. Et même, maintenant que je dis ça, quand vous voyez les cinématiques, quand vous voyez les humains qui sont campés dans ces cinématiques, ce sont des humains avec des corps disproportionnés. Ce sont des humains qui ne peuvent pas exister. Donc dire encore une fois que oui, on pourrait faire le film en CGI en prenant tout le monde en performance capture. Franchement, des humains en performance capture, on sait ce que ça donne. Ça donne Beowulf, le Pôle Express, c'est-à-dire des humains auxquels on ne croit pas. Parce que c'est utiliser une performance capture, donc une technologie pour nous rendre compte de corps différents, pour représenter des corps qu'on connaît déjà. C'est inutile. Ce n'est pas utiliser la performance capture à son plein potentiel. Il faut vraiment bien se placer par rapport à ce film. Si on attend complètement autre chose, on va être déçu et ce sera dommage. Parce que le film est cool. Alors, trop gamin, le film est quand même violent. Il est Peggy 13. Il y a des séquences, attention, ça y va quand même assez fort. Après, je dis ça, ce n'est pas du tout... Enfin, voilà, pour des gens qui ont bien dépassé l'âge, c'est très... Voilà, c'est sympathique. Mais il y a quand même des moments pour les tout petits... Il faut faire attention. Il y a par exemple un duel. Alors là, c'est une super scène du film. C'est à un moment, d'ailleurs, j'étais surpris. Je n'étais pas surpris par grand-chose dans le film. Mais à un moment, je me suis dit, ah, ça, c'est vachement bien, parce que je m'y attendais pas. C'est un duel entre Durotan et Gul'dan. Durotan, lui, il en a marre de Gul'dan, donc il décide de l'affronter en duel. Donc ce fameux duel pour avoir la domination du clan. Il y a Gul'dan qui arrive. Alors tu te dis, ouais, bon, c'est un petit papy, quoi. Il a une grosse barbe, il est tout envoûté. Durotan, il va lui flanquer une raclée. Eh bien, le Gul'dan, c'est un tricheur. C'est-à-dire qu'il va utiliser ses pouvoirs magiques pour aspirer l'énergie de Durotan. Et on voit Durotan se vider de son énergie pendant qu'il se bat, jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il va se battre et se relever à chaque fois que Gul'dan essaie de lui drainer de l'énergie. Et Gul'dan, le problème, c'est que il voit que les humains s'approchent. Donc les humains avec tous leurs soldats et tout ça. Donc lui, il veut terminer le duel rapidement parce qu'on peut pas le couper, ce duel. Parce qu'à un moment, il y a Gul'dan. Mais il faut que j'ouvre la porte des ténèbres. Et il y a Blackhand. Non, tu vas terminer le duel. Et Gul'dan, il est emmerdé, donc il décide de tricher. Et on voit en fait toute cette scène comme ça qui a un rythme de fou parce que t'as envie que Durotan il s'en sorte. Mais en fait, non! C'est fini pour lui et il meurt dans le film. Et ça m'a énormément surpris parce que je pensais que, je sais pas, Durotan serait mort plus tard ou dans un autre épisode. Mais en fait, non, il meurt là et ça m'a beaucoup choqué. Je trouvais ça, ça c'est bien. On fait mourir les personnages principaux. C'est des prises de risque et moi ça me fait plaisir. Voilà. Et le Gul'dan, toujours aussi charismatique, même quand il a tort, il a du charisme. C'est un truc de fou. Concernant Durotan, je vais pas le laisser comme ça sur sa propre mort. Je vais vous parler d'une scène qui est géniale. C'est une scène de rencontre
rencontre entre les humains et les orques. Une rencontre pour des pourparlers. Eh bien, cette scène, elle est compliquée à faire parce que les orques, ils ne parlent pas l'humain. Ils parlent en anglais, entre eux, mais quand ils sont avec les humains, ils parlent une autre langue, à part Garona, qui, elle, était avec des prisonniers très souvent, prisonniers humains, et qui a un petit peu appris leur langue. Bon, en fait, elle a appris parfaitement leur langue, mais bon, on va pas s'arrêter sur ces détails-là. Ça, ce serait vraiment flinguer le film. Allez, comment elle fait pour... Oui, bon, du calme, hein, quand même, c'est qu'un film. Enfin, de toute façon, si on commence à faire chier avec ce genre de détails, je pense qu'on est un critique assez négatif. C'est une scène de dialogue, avec du Rotan, qui parle en orque, et Garona, qui fait la traduction à Lothar et au roi Lane, qui sont à côté d'elle. Bien sûr, on sait que Durotan parle anglais. Enfin, il ne parle pas anglais, mais bien sûr, pour les dialogues entre les orques, il y a une facilité, on les fait parler anglais. Donc, comment on rend compte, en fait, de cette idée de traduction avec Garona? Eh bien, on va faire exactement comme une scène de McTiernan. Donc une scène de McTiernan, de John McTiernan, qui est le réalisateur du 13e guerrier à la poursuite de l'Octobre Rouge. Et pourquoi je vous cite ces deux films, c'est que dans ces deux films, il y a des scènes où on a un personnage qui apprend une langue. Et on va avoir en fait une transition d'une langue à une autre. Et ça, c'est génial. Alors dans le 13e guerrier, c'est une scène où on a donc le poète arabe qui écoute des vikings au coin du feu et il les écoute pendant plusieurs jours parler et on a des gros plans sur les bouches des vikings et sur les yeux de l'arabe et on entend progressivement des sons anglais apparaître dans un brambouillat de sons nordiques et tout d'un coup on a une transition sonore progressive des sons nordiques aux sons anglais. Ça c'est par exemple une façon de procéder. Ce qu'il a fait dans la poursuite de l'Octobre Rouge, c'est un travelling, ou peut-être un zoom sur la bouche d'un Russe qui cite des passages de la Bible. On fait un zoom sur sa bouche, qui est en gros plan, et après un dézoom pour le passage à l'anglais. Voilà, c'est une technique pour faire passer d'une langue à une autre. Et bien là, ce que fait Duncan Jones, c'est la même chose. On a un travelling avant, depuis le point de vue des humains, avec l'amorce de Lothar et de Garona, qui fait la traduction, pendant que Durotan parle en orque. Et puis on a ce travelling avant qui va nous faire effacer les amorces des humains. En faisant effacer les amorces des humains, eh bien on va avoir ce côté étranger qui va disparaître et il n'y aura plus que Durotan qui va parler. Et à ce moment-là, Duncan Jones fait la transition en anglais, tout en faisant toujours entendre en fond Garona en train de traduire. Donc on a le passage du langage orque au langage humain, c'est-à-dire le langage anglais pour le film, en un seul plan avec un travelling. Ah ça c'est super, ça c'est une super idée de mise en scène. On dit oui il n'y a pas d'idée de mise en scène. Ah oui il y a un plan séquence. Arrêtez avec cette idée de plan séquence, à chaque fois que les gens ils disent il y a une effet de mise en scène, il y a un plan séquence, c'est bon, j'ai dit mon petit truc de mise en scène. Non il y a de vraies idées, il y a par exemple un super travelling, une espèce de panoramique travelling sur la porte, alors ça c'est énorme. Il y a tout d'un coup la porte qui se redéclenche. Alors en plus c'est pendant la grosse bataille de fin, alors tu dis oh là qu'est-ce qui se passe? Bien parce que tous les orques derrière, ils attendaient, donc ceux qui n'ont pas pu entrer dans la grande porte, Draenor, ils attendaient que la porte se réactive. Et quand elle se réactive, il y a plein d'orques qui arrivent et en fait c'est comme un miroir, sauf qu'on voit à travers, on voit de l'autre côté et on voit des milliers d'orques foncer vers la porte. C'est super impressionnant et la caméra tremble en plus. Tu les vois, en plus c'est une espèce de colline, tu les vois débarquer, enfin c'est ouf. Alors là ce plan il est ouf Et ça montre vraiment la menace qui arrive vers les humains et en plus qui sont quasiment côte à côte avec les orques. C'est vraiment impressionnant. Les scènes d'action sont pas mal, j'ai pas ressenti beaucoup de suspense et ça je le regrette. Peut-être que maintenant que j'ai vu énormément de films, j'ai besoin vraiment d'un truc à haute dose pour vraiment être dedans. Mais ce film, il a du suspense, mais pas pour moi. Moi, je crois que je suis trop résistant. J'ai vu trop de choses. Parce que là, encore une fois, je vous ai dit, c'est un truc classique. Et là, je crois que j'ai été immunisé un peu aux scènes d'action. C'était sympa. C'était bien sympathique, mais non. Et là où j'étais encore moins là-dedans, c'est toute la scène d'action avec Medivh à la fin. Qui se transforme un peu en créature maléfique. Alors là, pas du tout. Je trouvais que c'était nul. C'était ringard. Je veux dire, le potentiel de la scène est complètement gâché.
On pourrait imaginer que Khadgar, par exemple, enchante l'épée de Lothar. On pourrait penser à des attaques de téléportation. On aurait pu imaginer des choses complètement dingues. Et là, il y a une espèce de gros golem ridicule qui sert à rien. Et Medivh se fait buter par son propre golem. Enfin, c'est con. Mais c'est con. Alors hop, on te fait la téléportation du golem. Alors là, je trouvais que c'était con. La façon dont Medivh meurt... Donc en fait le super gardien, le mec qui connaît la magie, mais de façon ultime, le mec il meurt comme une buse. Ça c'est pas normal. Enfin, moi je trouve ça insultant. Ça aurait pu être pas mal, mais là c'est rien. C'est rien du tout. Après, effets spéciaux pour revenir là-dessus. Le golem n'est pas super bien fait. Il fait vraiment plastique. Hein. Après, bon, c'est de la glaise. Hein. Mais oui, je n'ai pas trop été séduit. Il y a aussi le griffon qui est pas mal, qui bouge bien, mais dont les plumes sur le cou sont pas très bien faits. Et il y a beaucoup de moments un peu flous sur le champ de bataille, sur les plans généraux en fait, qui bougent beaucoup, où il y a beaucoup de choses. Alors qu'on voudrait des images si fines. Mais bon, faut rendre César ce qui est à César. ILM, ils ont fait un boulot de monstrueux. Le film est magnifique, chaque scène est travaillée sur les effets spéciaux, le film est coloré à fond. Le Warcraft, le jeu, est lumineux et coloré et le film le capture. Un gros travail de la part de l'équipe des effets spéciaux. Alors il ne s'agit pas forcément avec ces couleurs vertes, bleues comme ça, c'est un peu, ça paraît peut-être être un peu du mauvais goût, mais c'est peut-être plus pour catégoriser esthétiquement un type de magie. Entre la magie qui draine la vie, le vert, et une magie plutôt basée sur des éléments de la nature, des éléments climatiques, le bleu. C'est sûr que c'est autre chose que le Seigneur des Anneaux, qui jouait pratiquement exclusivement sur l'ombre et la lumière. Là, on veut montrer quelque chose qui est l'image populaire du magicien et de ses tours de magie. Métamorphose, éclair, neige, feu, téléportation, tout ce qu'on imagine dans nos têtes quand on pense à de la magie, un peu à la Harry Potter pratiquement. Le son n'est pas en reste puisque c'est un son très présent, beaucoup d'effets de whoosh. Il y a un côté cartoon dans le son, on maximise à fond tout ce qu'on peut faire, les bruits de lames, les corps qui tombent, on a l'impression que c'est un éléphant qui tombe quand il y a un corps qui tombe, et il ne s'agit pas d'orques. Hein. À un moment, il y a Khadgar qui est pris par Medivh dans une bibliothèque et qui le fait tomber. Et là, on a l'impression que c'est tout l'immeuble qui s'écroule. Bon, vous vous dites, ouais, bah, ça peut pousser, hein, mais bon, ça crache. Voilà, il faut un son qui crache parce que nous sommes dans un blockbuster. On n'est pas dans du littéraire, on est dans du populaire, du bruyant, de l'américain. Du Blizzard. Voilà, alors il faut aussi une musique qui crache. La musique c'est de la merde, faut dire ce qui est. Le thème de Warcraft, donc le thème principal, celui qu'on entend quand il y a le titre, celui qu'on entend au début, celui qu'on entend à la fin, c'est de la merde. Tout simplement, ils auraient dû prendre les compositeurs des jeux, ça je pense qu'ils pouvaient le faire. Là, bon, ils ont pris le mec qui a fait le choc des titans, c'est pas mauvais mais ça se ressemble beaucoup. Le gars, il a fait la musique de Game of Thrones, mais excusez-moi, ça reste de l'épique de télévision. C'est super générique. Le thème principal ne vaut rien. Vous avez le thème principal en extrait audio sur la chaîne de Legendary, c'est le seul extrait audio de la musique qu'ils ont balancé, il vaut rien. Alors bien sûr ça fait le taf parce qu'à un moment il y a du boing boing boing. Bon, bien sûr ça c'est du Simmer Time. Alors boing boing boing, voilà on a notre truc point 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 et puis voilà ça s'arrête là. Non la musique elle vaut pas grand chose, en tout cas les moments où on peut un petit peu l'écouter c'est méga générique, c'est pas vraiment inspiré alors qu'il y a des musiques. Je peux vous dire, dans l'OST de World of Warcraft, il y a des musiques génialissimes, héroïques, très bien composées pour les orques et les humains. Alors
Alors là, je sais pas ce qu'il a fait le mec, mais elles sont pas présentes. Hein. Alors là, oui, la musique, grosse déception par contre. Encore une fois, ce n'est pas une musique qui est présente vraiment dans le film. Elle sert de décorum, hein, elle sert d'ambiance. Donc c'est pas un gros point noir, mais quand on pense aussi à Warcraft, on souhaite aussi avoir une belle musique comme on a pu avoir pour le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire des musiques qu'on puisse chantonner. Parce que je pense que Warcraft se veut installer quelque chose sur la longue durée. Enfin, le film souhaite avoir des enfants, clairement une descendance, des suites. Et il faut des thèmes forts qui accompagnent ces suites. Et là, franchement, c'est pas du tout le cas. On a une espèce de thème mais qui est pourri, enfin qui tient pas la route. Et surtout qui ne correspond ni aux humains ni aux orques. C'est un espèce de thème bâtard. Moi, j'ai pas aimé. Hein. J'ai pas aimé la musique. Et puis voilà. Ouais, j'ai terminé sur la musique. Oh, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que c'est que cette critique complètement longue? Mais c'est aussi un film que j'attendais tellement. Parce que j'ai joué à Warcraft 2. Enfin, en tout cas, j'ai regardé mon frère y jouer. Et après, j'y ai joué quand il était sorti. J'étais tout petit. Et moi, je regardais ça, c'était merveilleux. Et après Warcraft 3, et franchement, quand je pensais pas que je ferais un film comme ça. Et c'est très plaisant de voir que c'est une belle porte d'entrée. Le film n'est pas entré par la grande porte, si je devais faire un rapport, mais il est entré, en tout cas, ça c'est sûr. Et le film, il est beau. Il a des visuels extraordinaires, c'est magique, et c'est une histoire fantaisiste. Et qui réussit dans son optique. Encore une fois, dans son optique, il ne faut pas imaginer que c'est le Seigneur des Anneaux. Voilà. Peu importe que vous commencez à jouer à Warcraft ou non, tout le monde sera en mesure d'apprécier le film. Peut-être pas tous les aspects, mais en tout cas d'apprécier la trame principale et ce qui s'y passe. C'est un film hybride qui a du punch. Ça c'est sûr, ce n'est pas un film de super-héros. C'est pas trop tôt qu'on ait un blockbuster qui sort un petit peu des limites. Moi je lui mettrais un 15 sur 20. C'est un bon film, et c'est une très bonne porte d'entrée, et c'est une bonne adaptation de jeux vidéo, tout simplement. Voilà. Pour moi, bon, il y avait d'autres adaptations qui valaient quand même un petit peu le coup. Il y a des choses à sauver dans les Resident Evil, et moi je trouvais que Prince of Persia c'était un très bon film, une très bonne adaptation. C'est une adaptation, voilà, ça ne veut pas dire que ça doit respecter le jeu à 100%. De même que Silent Hill, voilà. Un très bon commencement, pour reprendre le titre français. C'est un très bon film, je vous le recommande. Voilà, si vous voulez voir de l'heroic fantasy qui a de la gueule un petit peu, eh bien allez voir Warcraft. Si vous voulez sortir un petit peu de tous ces films de super-héros, c'est un petit vent de fraîcheur sur cet été bien chargé. C'est quand même une prise de risque. C'est un équilibre très délicat qu'ils ont essayé de nous faire. C'est pas loin de se casser la gueule, hein. Si je devais être un peu objectif, le film, il tient à pas grand-chose. Il tient surtout grâce aux orques. Faut dire ce qui est, hein. Les orques, c'est un truc de fou dans le film. C'est un de ces gros paris risqués de l'année, avec d'autres films comme Ghostbusters. Bon, ça vaut pas de Ghostbusters. Hein. Ghostbusters, il est très très mal barré ce film. Tarzan ou encore Ben-Hur. Hein. Ben-Hur qui sera une purge, j'en suis certain. Ne pensez pas que je vais aller voir un film comme ça, hein. Il faut bien se dire qu'à vouloir trop satisfaire les fans, est-ce que le film va pouvoir séduire le public lambda? C'est la grande question, donc je vous invite à soutenir ce film. Je fais comme je peux pour faire la promo, là. Oui, c'est une critique promotionnelle. je suis payé. Non, je suis pas payé du tout, mais c'est juste que moi, je voudrais voir des suites. Je voudrais, en fait, que le film s'installe comme étant un nouveau pilier dans l'heroic fantasy, parce que c'est bien joli, le Seigneur des Anneaux, mais ça commence à dater. Et je voudrais voir d'autres choses émerger. Parce que moi, je verrais bien dans 20 ans ou 30 ans... ah, mais c'est pas du niveau du Seigneur des Anneaux. Attendez. On a fait plein de trucs. Ah, mais c'est pas du... Genre la vieille référence d'il y a 50 ans, quoi. Donc non, à un moment, il faut aussi trouver des nouveaux repères, de nouveaux monolithes qu'on puisse toucher. Et je pense que Warcraft a totalement les capacités de le faire. En tout cas, moi, je crois dans le projet. Et je crois dans ses suites. Parce que la fin de ce film, c'est l'autoroute. C'est clairement l'autoroute. On a Lothar qui arrive comme ça et qui fait un petit discours. Et non, je crois que c'est la sœur de Lothar qui fait un petit discours. Et on a des humains, on a des nains qui sont excellents dans le film. Ils sont pas beaucoup, on les voit pas beaucoup, mais qui sont super. Et on a des elfes. Alors bien sûr des elfes avec des froufrous et tout ça. Enfin, les elfes prétentieux, hein.
et ça forme l'Alliance. Voilà, et on les voit pour l'Alliance et tout ça. Tu dis, ouais, c'est trop cool. Bien sûr, quand tu connais ce qui se passe, Warcraft 2, c'est la Grande Alliance avec toutes les races d'Azeroth contre les orques qui vont arriver avec des ogres et des gobelins. Enfin, un truc complètement épique. Le deuxième, ça va être épique. Encore plus épique que là, hein, attention. Hein. Donc, moi, j'ai envie de voir ça. Bon, après, ce petit égoïsme là, j'ai envie de voir ça. Hein, donc, je vous somme de regarder ce film. Non, non, vraiment, si vous voulez voir un film d'aventure agréable, avec vraiment, alors là, des créatures plus vraies que nature, allez voir ce film. C'est très plaisant à regarder. Voire même avec les enfants, ça peut se tenter. En tout cas, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est pas commun. Voilà, donc je vous invite à le regarder. J'ai terminé cette critique qui dure déjà bien trop longtemps, je sais pas combien de temps, mais beaucoup. Hein. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la durée de la vidéo ne vous aura pas effrayé. En tout cas, je vous remercie si vous avez vu jusqu'au bout. J'ai essayé vraiment d'être travaillé le sujet, hein, et d'essayer de me prendre tous les éléments un peu délicats et d'essayer vraiment de donner mon avis. J'ai essayé de faire quelque chose de plus complet possible. Il y a plein de trucs que j'ai oublié de dire, parce que sinon la vidéo elle ferait 3 heures. Hein. Mais j'espère que la vidéo vous donnera un bon aperçu de mon avis de ce qu'on peut retirer du film. Je vous remercie de l'avoir vu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!